Bon début du week-end à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici le titre. 17 mai 1997, 17 mai 2018, cela fait 21 ans jour pour jour depuis que la RD Congo a été libérée de la dictature de la Deuxième République par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération AFDL. Plusieurs activités ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, l'on a assisté au dépôt des gerbes de fleurs au mémorial du soldat congolais et s'en est suivi de la marche des FRDC. Et puis la fièvre Ebola continue son expansion sur la province de l'Équateur. Après Bikoro, c'est le tour de Mbandaka où un cas positif a été enregistré. Les autorités s'activent dans le cadre de la riposte pour que cette fièvre n'atteigne pas Kinshasa et les restes de la RDC. Enfin, les sélectionneurs nationaux de Léopard de la RDC, Jean-Florent Ibenga Ikwangé, a publié la liste de 28 joueurs devant prendre part au match amical international contre les Super Eagles du Nigeria. Absent de cette liste, Leïma Tampi ne jouera pas ce match car il est actuellement sans club et n'a pas par conséquent le temps de jeu. 17 mai 1997, 17 mai 2018, cela fait 21 ans, jour pour jour, que les Congolais se souviennent de l'entrée triomphante dans la capitale congolaise de l'Alliance de Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. 21 ans après, les Congolais commémorent encore cette journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une façon non seulement d'honorer la bravoure de FRDC, mais aussi de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. À Kinshasa, une cérémonie de dépôt de de fleurs a été organisée sur la place du soldat congolais située au rond-point Forescom à Kinshasa-Gombe. Plusieurs autorités politiques et militaires y ont déposé leurs gerbes de fleurs, notamment Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale qui représentait les chefs de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. D'autres personnalités de la République telles que le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Movasakani, le ministre de la Défense nationale, réinsertion et ancien combattant, Crispin Atamatabé, et les officiers généraux et supérieurs de haut rang y ont pris part. À la même occasion, une marche a été organisée par les FRDC avec à sa tête le général Didier Etumba et en comme point de chute le camp Kokolo où de vivres et autres nourritures cadeaux du chef de l'État ont été distribués aux militaires, question de rendre plus agréable cette commémoration. Le chef d'état-major Didier Etumba a profité de cette occasion pour rappeler à ses compagnons leur serment qui est celui de ne jamais trahir la République. Célébration de la journée de 17 mai dans les Hauts-Katanga comme à Lualaba. Cette journée a débuté par les cultes d'action des grâces pour les 21 ans de la libération de la dictature de la Deuxième République et pour honorer la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo. À Lualaba, le culte a eu lieu dans l'enceinte du gouvernorat en présence du gouverneur Richard Mouyej Manguesmans et de toutes les notabilités de la province. L'officiant du jour, Monseigneur Barth, a centré son homélie du jour sur l'idéologie et les réalisations du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, tout en exhortant l'assistance à la dignité et à se souvenir des œuvres de Mzee en vue de les pérenniser. Le gouverneur Richard Mouyej a quant à lui exhorté la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il a saisi l'occasion pour doter certains territoires de sa province d'ambulances et 3 jeeps pimpant neufs pour la PNC Lualaba. La fonction publique de Lualaba a quant à elle bénéficié d'un bus. Par ailleurs, à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, le culte a eu lieu dans l'église méthodiste unie, paroisse Jérusalem. Plusieurs personnalités ont assisté, notamment le vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, en mission de service, le gouverneur Célestin Pandeka Popo, ainsi que la veuve de Mzee, Maman Sifa Maïnia. L'officiant du jour, le pasteur Kinda Mathieu, a axé son message sur l'amour du prochain qui doit caractériser les Congolais, en l'instar de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le maire de Lubumbashi, Guylain Robert Lobala Boulouma, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, garant de la paix, avant de faire un bref aperçu sur la date du 17 mai 1997. Une prière d'intercession recommandant la RDC entre les mains du Très-Haut a clôturé ce culte. À la paroisse CK20 francophone de Bunia dans la province de l'Ituri, une messe d'action de grâce en mémoire des vaillants soldats du 17 mai 1997 a été célébrée. Se référant au livre de Josué au chapitre 1er dans les versets 8, l'officiant du jour compare la lutte de Mzee Kabila à celle de Moïse. Selon cet officiant, la lutte de Mzee Laurent Désiré Kabila devra se poursuivre jusqu'à l'atteinte du bien-être de Congolais. Le gouverneur de l'Ituri, Jefferson Abdallah Penimbaka,
le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et autres officiels civils et militaires ont pris part à cette messe. Invité à prendre la parole, Abdallah Penembaka a notamment salué la bravoure de forces de défense et de sécurité en cette journée leur dédiée également. Une date dont la symbolique reste entière, comme l'est fait savoir ici le conseiller principal du chef de l'État. José Laurent Désiré Kabila, comme nous l'avons entendu par le prédicateur, est un homme qui avait la vision déterminée pour la libération totale, la souveraineté et pour le développement de ce pays. Nous avons entendu que Josué a pris les règnes du pouvoir aujourd'hui. Comme José Laurent Désiré Kabila, nous avons le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans la même lignée, dans la même détermination. Il est là, combat tous les jours pour la libération totale et la souveraineté de ce pays et son développement. Le souvenir du 17 mai 1997 reste encore frais dans la mémoire collective. 17 mai 1997, 17 mai 2018, 21 années se sont écoulées depuis l'avènement d'un nouvel ordre politique en RDC après le renversement du régime dictatorial qui régnait dans ce pays depuis 32 ans. À l'occasion de cet heureux anniversaire, les kabylistes se sont retrouvés le jeudi 17 mai 2018 à Kinshasa dans le cadre d'une conférence débat pour évoquer et célébrer la mémoire de celui que le Congolais appelait affectueusement Mzee. Un moment également indiqué pour se rappeler les acquis de la libération et proposer de perspectives par rapport à l'enjeu du développement du pays. À la manœuvre, 3 apôtres du kabylisme et non des moindres. D'abord, Justin Omolela, compagnon du soldat du peuple, Jean-Pierre Kambila, actuel directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, et révolutionnaire parmi les révolutionnaires de la première heure, et Léonard Shoro-Kitundu, l'un des diplomates de Mzee Kabila du temps de la lutte pour la libération. Tour à tour, ces 3 orateurs ont évoqué les acquis de la révolution du 17 mai 1997 avec pour objectif à la fois de valoriser non seulement cette date importante de l'histoire politique du Congo, mais aussi la personne de Mzee Laurent Désiré Kabila qui l'incarne à travers ses idées forces qui constituent aujourd'hui une véritable idéologie. Ces idées forces de Mzee, comme l'a résumé son compagnon Omolela, s'y résument à l'autoprise en charge par le travail, au patriotisme à travers le célèbre héritage « Ne jamais trahir le Congo », la paix et la démocratie et enfin le bien-être social. Celui-ci s'étant traduit de son vivant par plusieurs œuvres telles que les services nationaux, les PNPS, les cantines publiques ainsi que les réserves stratégiques nationales. Quant à Jean-Pierre Kambila, il a planché sur l'enjeu de la souveraineté nationale à la lumière de la révolution du 17 mai. Celle-ci, a-t-il commencé par rappeler, visait 3 objectifs, à savoir mettre fin à la dictature, démocratiser et reconstruire le pays et en un mot, asseoir la souveraineté du pays. Ces 3 objectifs qui ont été atteints et continuent d'être développés sous la houlette de Joseph Kabila demeurent encore d'actualité, a prévenu l'orateur qui a attiré l'attention sur la pertinence de convoitises des prédateurs impérialistes qui menacent encore la RDC dans son existence, sa liberté et sa souveraineté. Et de conclure, il est donc légitime de résister à ce complot et ne jamais se rendre. Et pour y parvenir, a encore expliqué le DIRCAP du chef de l'État, le Congolais doivent réaliser une véritable prise de conscience qui doit se transformer en une volonté politique clairement exprimée. Dernier orateur du jour, Léonard Shoro-Kitundu a révisité la bataille diplomatique qui a conduit à la mise en place de l'étalage ayant conduit au renversement de la dictature, tout en soulignant que l'enjeu foncier de ce combat était celui de rapatrier la République. Pour cela, il a posé son explication sur la compréhension de la situation de la RDC à l'époque de la libération avec la France sous l'occupation allemande avec De Gaulle, qui avait pris le chemin de l'exil en Angleterre, emportant avec lui la République, tandis qu'en France, Pétain n'est géré qu'un État. L'actuel vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a ensuite expliqué que la démarche partait du constat de la suspension de la République intervenue depuis le coup d'État de Mobutu en septembre 1960. La libération intervenue le 17 mai 1997 a ainsi consacré le rapatriement de la République. Mzee s'activera alors pour réinstaller cette République
en mettant sur pied une commission constitutionnelle chargée de rédiger une nouvelle constitution, mais cette démarche n'aboutira pas suite à son assassinat. Cette œuvre sera alors achevée par son fils Joseph Kabila, qui a véritablement réinstallé la République et la démocratie dans ce pays à travers le référendum de décembre 2005 et la pratique des élections depuis 2006. À 36 jours de la convocation de l'électorat, la CENI a échangé ce vendredi 18 mai à Bunia avec les parties prenantes sur le processus électoral. Au cœur de cette séance de sensibilisation à laquelle ont pris part les autorités provinciales de l'Uturi, Corneille Nangaa a levé l'équivoque sur la machine à voter qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après la démonstration de l'opération de vote avec cette machine, il en a expliqué les avantages. La machine à voter, a-t-il dit, veut transformer les 3 bulletins de vote de plus de 58 pages chacun, relatifs aux 3 scrutins du 23 décembre en un seul. Son recours n'est pas comparable à un vote électronique qui nécessite des bulletins de vote virtuels, d'autant plus que la CENI va recourir aux bulletins de papier, a-t-il poursuivi. Selon le président de la centrale électorale, la machine à voter n'est qu'une imprimante. Toutes ces explications ont poussé l'assistance à poser des questions quant à ce. Corneille Nangaa a rassuré les uns et les autres de l'organisation des élections le 23 décembre prochain, même dans les territoires de Djougou et avec la machine à voter. Dans le bureau de vote, on trouve les listes électorales, on trouve la paperasse, on trouve les stylos, on trouve des registres, on trouve des ciseaux, on trouve même des calculettes, on trouve en plus de ça, cette fois-ci on a ajouté notre instrument qui est la machine à voter, qui est un instrument qui permettra à chaque électeur d'imprimer son bulletin de vote au niveau du bureau de vote avant de le déposer dans l'urne. Nous allons voter avec la machine à voter. La population de Bunia, qui entend s'atteler aux questions de développement après les élections dans un climat de paix, est sortie de son obscurantisme de ce cadre de concertation, comme pour dire, des chocs des idées jaillit la lumière. Une commission a été instituée par le président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a travaillé depuis le 12 avril 2018, pour formaliser la coalition entre la majorité présidentielle et le membre de l'opposition au sein du gouvernement. Cette commission est mise en place conformément aux résolutions prises à l'issue de la première retraite du gouvernement organisée en avril à Kingakati, la ferme privée du président Joseph Kabila. Dans le protocole d'accord attendu de cette commission, la coalition des membres de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition au gouvernement s'engagera à reconnaître le président Joseph Kabila comme autorité morale de la MP et soutiendra aussi le candidat de la MP qui sera présenté à la présidentielle. Selon nos sources, le président Joseph Kabila avait annoncé son intention de coaliser avec le membre de l'opposition qui participe au gouvernement le 12 mai à Kingakati, pour remporter les prochaines élections. Poursuite des recadrages de maître Jean-Cyrus Mirindi à son collègue juriste Moulolo Masegabio sur la possibilité pour Joseph Kabila Kabange, actuel chef d'État, de briguer un 3e mandat. Outre les débats sur l'article 70 que Mirindi a déjà levé, il revient en charge des affirmations de Masegabio selon lesquelles la Constitution est l'unique condition sine qua non de la remise à zéro du compteur constitutionnel. Archifaux en droit constitutionnel moderne positif congolais, rétorque Mirindi. D'après lui, il s'agit d'une affirmation qui dénote d'un mépris total à la conscience et d'une absence de rigueur, d'autant plus que les constituants lui-même, hyper intelligent et prévoyant, a envisagé dans son esprit et dans son écriture constitutionnelle cette possibilité de remise à zéro du compteur à l'exclusion d'une nouvelle constitution. En cas de perturbation substantielle du fonctionnement de l'architecture constitutionnelle, toute proportion bien gardée selon la zone constitutionnelle affectée et infertile et par d'autres moyens et techniques plus subtils, plus malins, plus dangereux, mais aussi qui sont des véritables virus constitutionnels, des fraudes sophistiquées qui vident la quintessence et la substance d'une option. En d'autres termes, poursuit Jean-Cyrus Mirindi, par argument à contrario, si les constituants originaires avaient estimé que toute violation de la Constitution sous forme de la révision n'avait pas d'incidence quant au compteur, il aurait exonéré cette loi constitutionnelle de cette faculté de se voir contrôlée par la voie d'action ou par action-exception selon les articles 161
161 et 162 de cette même constitution. La prise de liberté à la volonté du pouvoir constituant ordinaire ne peut s'opérer sans conséquence, sans incidence. Donc, toute violation, toute fraude, toute tricherie constitutionnelle a une incidence. Les constats implacables et sans appel. La fièvre aviaire Ebola continue son expansion. Cette fois-ci, elle a atteint une zone urbaine et très peuplée de la province de l'Équateur, à savoir Mbandaka, précisément dans la commune de Ouangata. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'a confirmé ce jeudi 17 mai 2018. La situation est très préoccupante d'après les termes du communiqué de l'OMS. Près de 5400 doses d'un vaccin expérimental sont d'ailleurs déjà arrivées à Kinshasa. Par ailleurs, les bilans fournis par les équipes médicales et scientifiques sur le terrain est de 23 morts, dont un à Mbandaka, plusieurs dizaines de cas probables ou suspects. À la date du 15 mai, on ne comptait que 44 et rien que pour le mercredi 16 mai, 11 nouveaux cas ont été enregistrés dans la zone de Bikoro, ce qui fait à ce jour au total 55 cas probables ou suspects. Rappelons que la commune de Ouangata, où Ebola est apparu à Mbandaka, est à dos au fleuve Congo. À cause de cette situation géographique, entre fleuve Congo et Ubangi, il y a un risque réel d'une amplification nationale et régionale de l'épidémie, affirme l'OMS. Hier, la circulation sur le fleuve Congo entre Mbandaka et Kinshasa n'était toujours pas contrôlée. En séjour depuis lundi 14 mai 2018 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, David Grizzly, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a fait savoir le jeudi 17 mai que la MONUSCO s'est dit prête à apporter son appui logistique pour soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC. Il s'agit de mettre des moyens logistiques à la disposition des organisations engagées dans la riposte de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit depuis le 8 mai 2018 à l'Équateur. D'après David Grizzly, un hélicoptère est déjà disponible en Mbandaka pour acheminer médicaments, vaccins et autres intrants dans les territoires de Bikoro. Durant son séjour en Mbandaka, ce dernier a organisé des séances d'entretien avec les agences de l'ONU œuvrant dans l'humanitaire et la santé. En l'occurrence OMS, UNICEF, OCHA, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale. Ce, dans le but de bien coordonner de l'aide et assistance à apporter aux structures médicales locales. De leur côté, ces agences de l'ONU s'y sont alignées à leur tour pour proposer d'autres moyens logistiques. Elles ont également promis de former des volontaires pour la sensibilisation et la prise en charge de malades et des cas suspects dans la zone touchée. Journée de sensibilisation contre les hépatites ce vendredi 18 mai 2018. Une journée organisée par l'ONG ASOGEDEC en faveur de personnes vivant avec handicap. L'hépatite est une maladie virale qui tue de manière silencieuse et qui extermine de milliers de personnes à travers le monde. C'est ainsi que les organisateurs de cette campagne de sensibilisation se disent déterminés à mener plusieurs actions pour l'éradication de cette maladie d'ici l'horizon 2030. L'hépatite étant méconnue du grand public, l'ASOGEDEC a par cette journée voulu éveiller la conscience de tous sur le danger de cette maladie. La présidente de cette ONG en donne ici la teneur. Nous avons décidé d'éliminer les hépatites en RDC d'ici 2030. Et la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui nous donne de la joie, une journée réussie. Cette journée a été demandée par les personnes vivant avec handicap. D'autant plus que cette catégorie est souvent discriminée. Cette catégorie n'a pas d'accès à l'information et c'est pour la raison pour laquelle cette activité a été organisée. C'était avec objectif de les sensibiliser sur la lutte contre les hépatites virales et leur co-infection avec le sida. S'agissant de statistiques au niveau national, un de médecins intervenants a donné ici quelques chiffres. Nous avons voulu montrer l'impact de cette maladie à travers le monde, en RDC, en Afrique. Nous avons démontré que les hépatites constituent un danger mortel par son caractère d'un tueur silencieux. Les statistiques sont énormes. Quelques études faites ont montré des prévalences variant de 4,1 à 19%. L'on retiendra également qu'en RDC, il n'existe aucun programme de lutte contre les hépatites dans leurs différentes formes. Ce programme serait en gestation, a affirmé le représentant du ministère de la Santé publique. Comme l'idée est déjà pour qu'on puisse lancer ce programme-là de lutte contre les hépatites,
le projet sera le bienvenu. De leur côté, les personnes vivant avec handicap ont témoigné toute leur satisfaction face à cette activité organisée en leur faveur. Je viens d'apprendre du nouveau, que c'est une maladie qui est en cours et surtout nous ne sommes pas informés. Comme nous sommes maintenant informés, nous allons aller à la base pour que tous les 4 types d'handicap puissent être informés. Signalons que l'hépatite est une maladie virale qui s'attaque aux cellules du foie tout en entraînant l'inflammation de cet organe. Elle peut être contractée concomitamment avec plusieurs autres maladies virales telles que le sida. Il faut cependant noter qu'à ces jours, il existe 2 vaccins contre l'hépatite. Publication de la liste des léopards pour le match contre le Nigeria. C'est depuis le jeudi 17 mai 2018 que le sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, a publié cette liste qui compte 28 joueurs, dont 11 évoluant au championnat local, la Vodacom Ligue 1. Ce, pour la rencontre amicale internationale contre les Super Eagles du Nigeria, le 28 mai prochain au Nigeria. Sipadou Bompunga s'est vu repêché in extremis pour faire partie des élus qui défieront les Super Eagles. Leyman Tambi n'a pas eu cette faveur. D'après la dépêche des services de communication de la Fédération congolaise de football association FECOFA, Leyman Tambi est sans club depuis son départ de tout-puissant Mazembe. Il manque en outre les temps de jeu, ce qui a milité en défaveur de l'ancien portier des Corbeaux, actuellement sans club. Et pourtant, il était avant cette sélection titulaire à son poste. Ce regroupement des léopards de la RDC aura lieu à Kinshasa à partir du lundi 21 mai et les premiers entraînements débuteront les jours suivants au stade des Martyrs de la Pentecôte avant le départ pour Nigeria. Par ailleurs, la RDC garde sa 3e place en Afrique et 38e au monde après la Tunisie et le Sénégal selon les classements de la FIFA du mois de mai dernier. Ce classement se fait sur base de 7 matchs disputés au cours du mois passé dans le monde entier selon la FIFA. À l'échiquier mondial, l'Allemagne, le Brésil et la Belgique gardent la tête du classement. Place à présent au rappel des titres. 17 mai 1997, 17 mai 2018, cela fait 21 ans jour pour jour depuis que la RD Congo a été libérée de la dictature de la Deuxième République par l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération AFDL. Plusieurs activités ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, l'on a assisté au dépôt des gerbes de fleurs au mémorial du soldat congolais et s'en est suivi de la marche des FRDC. Et puis la fièvre Ebola continue son expansion sur la province de l'Équateur. Après Bikoro, c'est le tour d'Ombandaka où un cas positif a été enregistré. Les autorités s'activent dans le cadre de la riposte pour que cette fièvre n'atteigne pas Kinshasa et les restes de la RDC. Enfin, les sélectionneurs nationaux de léopard de la RDC, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, a publié la liste de 28 joueurs devant prendre part au match amical international contre les Super Eagles du Nigeria. Absent de cette liste, Leyman Tambi ne jouera pas ce match car il est actuellement sans club et n'a pas par conséquent le temps de jeu. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BSC TV, votre chaîne. Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, merci de suivre la synthèse de la presse en ligne de ce vendredi 18 mai 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. 17 mai 1997, 17 mai 2018, 21 ans après, J. Kabila pérennise les acquis de la souveraineté légués par Mouzé, titre Forum de ZAS en ouverture de cette revue de presse. Au cours d'une conférence débat co-animée hier à Kinshasa par les Diarkaba du chef de l'État Jean-Pierre Kambila, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Seoki Tundu et les professeurs Justin Omolela, tous compagnons de lutte de Mouzé, les acquis de la révolution du 17 mai 1997 ont été évoqués en vue de valoriser non seulement cette date importante de l'histoire politique du Congo, mais aussi la personne de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui l'incarne à travers ses idées forces transformées à ce jour en une véritable idéologie ou philosophie. L'enjeu pour la RDC actuellement, fait remarquer les conseillers politiques et diplomatiques du chef de l'État, n'est pas la maîtrise ou le partage d'un quelconque pouvoir ou seulement une banale lutte politique pour le contrôle par quelques-uns
de quelques richesses. L'enjeu en ce moment, c'est l'existence même de notre pays, son unité et sa souveraineté, a-t-il dit. Pour y parvenir, souligne Kambila Kakwende Wampunga, il y a d'abord la prise de conscience qui doit se transformer en une volonté politique clairement exprimée. À ces ingrédients de base, poursuit-il, il faut ajouter une organisation politique forte, assise sur une doctrine ou une idéologie appropriée. Il faudra donc adjoindre une farouche détermination à se donner une structuration étatique efficiente, capable de canaliser les énergies et les efforts de chacun vers deux objectifs qui privilégient l'essentiel. Et l'essentiel pour Kambila, c'est d'abord l'affirmation de la souveraineté de notre pays dans un monde qui, en se globalisant, tend à vouloir incorporer tous les pays dans un système de pouvoir dont le centre nous échappe. C'est aussi de nous doter de structures et d'une pensée suffisamment efficiente pour nous permettre de sortir rapidement de la pauvreté et du sous-développement. C'est dans ce sens, conclut-il, qu'il faut comprendre l'héritage que doit assumer et que porte non sans bravoure Joseph Kabila dans la démarche souverainiste et développementaliste qui est la sienne. Poursuivons cette revue de presse avec Radio-Capi.net qui écrit « Ebola en Équateur, la MONUSCO prête à apporter son appui logistique pour soutenir la riposte ». La MONUSCO se dit prête à mettre ses moyens logistiques à la disposition des organisations engagées dans la riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit depuis le 8 mai dans la province de l'Équateur. Les représentants spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé des opérations, David Gressly, l'a fait savoir jeudi 17 mai en Mbandaka. Il a ajouté qu'un hélicoptère est déjà disponible en Mbandaka pour acheminer les médicaments, vaccins et autres intrants dans les territoires de Bikoro considérés comme le foyer de l'épidémie d'Ebola dans l'Équateur. Le même lundi, il a discuté avec les agences de l'ONU œuvrant dans l'humanitaire et la santé telles que OCHA, OMS, UNICEF, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge internationale dans l'objectif de coordonner l'aide et l'assistance apportée aux structures médicales locales qui prennent en charge le malade et les cas suspects dans les zones touchées. De leur côté, les agences de l'ONU se sont engagées à proposer d'autres moyens logistiques pour soutenir la riposte contre Ebola. Elles ont également promis de former des volontaires pour la sensibilisation et la prise en charge correcte de malades. Bouclons cette revue de presse avec les sites d'information Congo Virtuel qui rapportent exclusive la guerre de Katumbi, c'est précise. Ce 18 mai 2018, soit le lendemain de la fête de libération du 17 mai, RFI publie un dossier sur le débarquement de para-français à Kolwezi, voici 40 ans. Loin d'un rappel historique, ce sujet qui a déjà été traité par Jeune Afrique voici 5 jours n'est rien d'autre qu'une forme d'avertissement, de menace ou de chantage sur Kinshasa quant à un éventuel débarquement après que les Katumbi. Lorsque les Katumbi Boys promettent de ne pas répondre de ce qu'il adviendra à la RDC si leur champion ne participe pas aux élections et que les observateurs craignent que ces propos fassent agiter le spectre d'une nouvelle guerre, l'on crie vite à l'acharnement contre Moïse Katumbi. Pourtant, les faits récents donne à penser et même à se convaincre que l'idée et le projet d'une guerre pour la conquête du pouvoir sont bien sur les tablettes de certaines officines occidentales, même si le dire suscitera toujours des dénégations et des dénonciations d'acharnement. Officiellement, ce rappel considéré avec la date de l'événement qui s'est produit un certain mois de mai 1978 comme cette année de ses 40 ans. Mais la simplement coïncidence ne convaincrait que le naïf s'il faut considérer l'ampleur médiatique qui en est faite par rapport à la moindre opportunité historique ou au contexte actuel. Aujourd'hui, les hauts faits d'alarme français au Congo, d'après l'indépendance, seraient plus opportuns avec l'opération Artémis qui contribua sensiblement à la fin de la guerre interethnique en Ituri où ces tueries ont repris alors que nulle part au pays il n'est documenté des tueries massives et une prise d'otages tout aussi massive d'étrangers. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes de BS Télévision.